Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence dans le cadre de la Maison d'expatriation qui a lieu en ce moment à Paris, mais également partout dans le monde. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle conférence, cette fois-ci dédiée à la préparation donc à l'expatriation. Comment préparer son expatriation sans se laisser submerger? Alors, au-delà de la chaleur, on ne va pas se laisser non plus submerger par les questions. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec Florence Chaberdière, qui est fondatrice d'Expat Village, qui est présente avec nous depuis Londres, et Rachida Kassi, qui est responsable de la communication, du marketing et du développement de la Caisse des Français de l'étranger. Merci à toutes les deux d'être présentes. Bonjour Damien, bonjour Rachida, merci. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Alors, comme je vous le dis toujours, hein, on est aussi une conférence interactive. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure de la conférence ou à un moment de questions-réponses à la fin. Alors, Florence, comme je disais, toi, tu es actuellement au Royaume-Uni, mais tu es une serial expatriée, comme on aime le dire. Tu as vécu un peu partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce tour du monde finalement que tu as fait en expatriation? Bien sûr, alors effectivement, j'ai habité dans 9 pays différents. J'ai quitté la France il y a 20 ans maintenant et donc j'ai eu la joie de pouvoir travailler et vivre dans des cultures différentes, ce qui m'a amené en fait à créer Expat Village il y a maintenant 6 ans. Et j'imagine que tu as fait le tour du monde, du coup, des systèmes de santé aussi, la même manière. Exactement, tout à fait. Je connais tous les systèmes de santé parce que j'ai la joie d'avoir 3 maladies auto-immunes. Voilà, sans compter les accidents qu'on ne prépare pas. Et c'est pour ça qu'il faut être bien préparé avant de partir. Euh, c'est important effectivement de se dire que quand on est avant de partir à l'étranger, effectivement, il faut bien préparer aussi son départ. Justement, j'ai déjà une question dans le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les pays dans lesquels tu as vécu? Ça peut effectivement donner des informations pour les personnes qui nous regardent. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous raconte aussi ce qui m'est arrivé dans chaque pays? Alors, le premier pays où j'ai vécu, c'était Miami. Et là, j'ai eu un accident du travail où la grande armoire avec tous les documents est tombée sur ma jambe. Donc, du coup, là, j'ai eu un petit souci de jambe. Donc, ça, c'était aux États-Unis. Donc, on a vécu aux États-Unis, à Miami et à New York. Ensuite, j'ai habité en Suisse, à Genève. Et après, on est parti en Australie où j'ai eu cette même jambe brûlée en plein milieu du bush. Un accident qui n'était donc pas prévu, comme vous pouvez l'imaginer. Mhm. Et puis après, j'ai eu la chance d'habiter au Moyen-Orient pendant 10 ans, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Et puis maintenant, nous sommes en Angleterre depuis 6 ans. Et donc à chaque fois, bon malheureusement t'as pas eu de chance hein, pour, Non. pour mais c'est important justement de se dire qu'il faut également bien préparer pour toutes les questions de santé. Exactement, parce qu'un accident, comme je viens de vous le décrire, eh bien, peut arriver à n'importe quel moment dans n'importe quel pays. Et puis, du coup, le fait de pouvoir être, comment dire, préparé et ne pas s'occuper, en fait, finalement, de la paperasse et de savoir qu'on est bien accompagné, bien couvert, eh bien, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire, finalement, comparé à la douleur qu'on subit lors de ces accidents. Est-ce Et que justement la thématique c'est ne pas se laisser submerger? Est-ce que toi tu as des moments justement où tu t'es fait un peu submerger par les événements ou même l'appréhension peut-être de partir dans un nouveau pays? alors effectivement, moi, ce que je dis souvent, c'est que un départ se prépare et le retour se prépare au moment du départ. Tout simplement parce que quand on est pris dans la logistique des cartons, quand on est pris dans la logistique des enfants, quand on est pris dans la logistique de vais-je travailler ou non, on oublie souvent ou on se dit je verrai une fois sur place. Et en fait, non, parce qu'un accident est très vite arrivé et du coup, quand on est dans un nouveau pays, qu'on ne sait pas forcément vers qui se tourner, eh bien, le fait d'avoir une bonne couverture santé fait que ça fait déjà une chose à gérer dans la charge mentale de l'expatrié. Alors on parle aussi souvent de l'importance du réseau. Toi tu as créé justement Expat Village. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et justement comment ça peut aider les personnes qui vont partir à l'étranger? Alors, Expat Village est parti d'une idée assez simple, c'est que j'ai 3 filles
et elles avaient besoin d'une orthophoniste que je salue, Sophie, peut-être qu'elle nous écoute. Et donc, elle-même était aussi expatriée. Et en fait, quand on bouge d'un pays à l'autre, on a envie, quand on a des suivis comme ça médicaux, d'avoir une certaine continuité. Et donc, de ce fait, quand on était à Dubaï, on se voyait face-to-face et après, on est parti en Arabie Saoudite. Il était très important pour moi qu'il y ait cette continuité de santé avec cette orthophoniste. Et puis, elle-même expatriée, elle est partie ensuite à Sydney. Donc voilà, on a pu continuer. Et le but était, grâce à cette expérience personnelle, de me dire, en tant qu'expatrié, on est souvent seul. Et lors du Covid, on était encore plus seul. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Expat Village, parce que Expat Village permet d'être une plateforme où on trouve des solutions, finalement, peu importe la question qu'on peut avoir, que ce soit de santé, que ce soit au niveau fiscal, etc., ou que ce soit au niveau interculturel et préparation à l'expatriation. Et ça permet également donc du coup de regrouper des professionnels qui sont eux-mêmes expatriés? Exactement, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on reste dans un pays. Quand je suis arrivée à Dubaï, je devais rester 2 ans, on est resté 10 ans. Donc du coup, ça permet d'avoir cette continuité, ce lien qu'on a souvent besoin en étant expatrié pour ne pas se sentir seul à l'étranger. Est-ce que d'ailleurs c'est une des peurs peut-être, alors on parle souvent des conjoints suiveurs, alors souvent c'est la femme qui suit son mari, mais maintenant effectivement ça évolue, mais ça reste quand même la majorité des cas. Il y a des questions aussi de réorientation de carrière en fonction des pays où on va, on ne trouve pas forcément le même travail. C'est aussi une peur que peuvent avoir la plupart des expatriés. Exactement. Et puis, quand on part en expatriation, on doit toujours se réinventer. Donc, doit se réinventer au niveau des écoles des enfants, on doit se réinventer au niveau du job que la personne va prendre, et on doit se réinventer en tant que conjoint suiveur pour aussi soit retrouver un travail, soit faire du bénévolat, soit, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de créer son entreprise, qui fait qu'on emporte finalement, en tant que nomade, son travail un petit peu de partout. Il y a beaucoup de cas justement dans Expat Village de personnes qui ont maintenant cette continuité de carrière parce que justement elles peuvent exercer un peu partout dans le monde. Exactement. Il y a vraiment cette continuité de carrière et la CFE, pour en avoir discuté avec eux, sont en train justement de prendre en compte cette problématique qui est, en tant que conjoint suiveur, on peut être dans un travail dans une entreprise et ensuite créer sa propre entreprise. Et donc, du coup, quid de la retraite, quid de la couverture santé. Et donc, c'est en ça que la CFE peut aussi apporter des solutions. Alors justement, on va avoir Rachida qui a quelques petits soucis de connexion, mais on Ouais. espère pouvoir l'avoir justement pour parler de tout ça après. Mais quelles sont finalement les questions que tu entends le plus justement avec Expat Village? Un peu, je dirais, ça peut être un peu une checklist de choses auxquelles penser avant de partir, mais même une fois qu'on est déjà sur place. Bien sûr. Alors, je pense souvent et je vois la question de Pascal concernant les enfants. Effectivement, chaque système de santé est assez différent. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut se préparer. Et Pascal, je vous invite à regarder justement aussi les experts qu'on peut avoir dans le village parce que ça va vous permettre peut-être, si vous n'avez pas de prise en charge, par exemple aux USA, où on sait que le système de santé est quand même exorbitant pour l'avoir vécu, et bien de voir comment est-ce qu'on peut tisser des liens et trouver des solutions en étant hors finalement du pays pour avoir, si vous deviez partir des États-Unis, avoir encore cette continuité. Alors la checklist, j'ai envie de dire, c'est effectivement de s'occuper de la santé parce que c'est primordial, de s'occuper effectivement de la scolarité des enfants. Est-ce qu'on les laisse dans le même système scolaire ou non? Est-ce qu'on les bouge de système scolaire? Et puis aussi, je suis assez partisane du fait que si alors je vais parler parce que je suis une maman, hein, mais si la maman se sent bien, le reste de la famille suit aussi. Et c'est très important parce que eh bien, une expatriation, c'est aussi comment recréer, tu me posais la question, Damien, tout à l'heure, mais c'est vraiment de recréer aussi une culture familiale, peu importe le pays dans lequel on habite. Et je vois que Rachida est là. Welcome back, Rachida. Alors justement, on en Je suis profite, arrivée. Rachida, de Oui. t'avoir. Le fait de voilà, partir en expatriation sans se laisser submerger, forcément, on doit penser à la protection sociale, c'est important. Quels sont Ouais. un peu tes conseils justement avant de partir? Bah, du coup, alors j'ai entendu par parcimonie tout ce que disait
Ah, malheureusement, ça a coupé Oui, de c'est retour. bon. Normalement, vous devez m'entendre. Je vais juste rejoindre ce que dit Florence, c'est-à-dire qu'on a besoin en expatriation, d'autant plus en expatriation, de recréer un système qu'on connaît, alors encore plus quand on est expatrié en famille. Donc, c'est ce que permet la CFE, en fait, avec le fait de transposer le même système que le système de sécurité sociale français. Donc, on a la CFE d'un côté qui fait office de sécurité sociale. Et puis, sur certains types de soins ou dans certains pays, il faut effectivement penser aussi à une complémentaire pour avoir le moins possible de reste à charge. Donc voilà, voilà, vivre à l'étranger et continuer à œuvrer dans un environnement qu'on connaît pour éviter les mauvaises surprises. J'ai aussi vu dans le chat Oui, si effectivement CFE plus complémentaire suffit aux États-Unis. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, puisque dans certains pays, il y a des obligations d'être couvert par des assurances locales. Donc, CFE plus Malakoff Humanis aux US, c'est à vérifier avec Malakoff Humanis si, je ne sais pas si vous me suivez, je si, crois que si, la on connexion n'est t'entend. pas très parfaite. Donc, CFE plus Malakoff Humanis, il faudrait voir avec Malakoff Humanis s'ils ont toutes les licences qui leur permettent de couvrir sur place les personnes. Sinon, nous, CFE côté US, on va plutôt préconiser de prendre une assurance locale en conformité avec les obligations locales et de conserver la CFE sur toute la partie soins en France, donc avec nos produits France Express Santé qui permettent de n'être couverts que en France et donc de continuer à avoir des droits en France dans le cadre de ces soins. Ouais. Alors, désolé Est-ce qu'on Rachida, n'enlèverait pas la caméra, ouais, ouais, le son n'est Rachida? pas très bon, donc peut-être effectivement d'enlever la caméra, peut-être que ça va aider. Juste, tu expliquais juste au moment où ça commençait à couper que c'était important effectivement de penser à une complémentaire en plus de la CFE et que l'idée c'était peut-être de voir aussi des assurances locales et parfois aussi d'autres assurances. On a fait notamment une conférence pour information, pour ceux qui veulent l'information sur les États-Unis, qui est disponible en replay sur la vie d'une Française à New York. Et on a parlé justement avec Care Expat, qui permet d'avoir une complémentaire pour être comparer justement les assurances locales aussi aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Florence, tu parlais de la question, tu posais la question des enfants. Alors effectivement, c'est quelque chose aussi que tu connais bien en tant que maman, mais aussi dans ton activité professionnelle. Je dirais, c'est un monde à part entière aussi de préparer les enfants à l'expatriation. On sait que donc les conjoints suiveurs sont un peu moins aussi parfois dans la décision des départs, mais en tout cas sont à même aussi de pouvoir construire un projet pour les enfants. On leur dit presque du jour au lendemain, bon, on va partir dans un autre pays, comment ça va se passer? Donc, comment on se prépare justement en tant que famille? Alors, on va se préparer effectivement en tant que famille sur tout le côté état d'esprit. Et donc, on va avoir la logistique. Alors, parfois, la logistique est prise en compte par justement l'entreprise qui va envoyer. Mais de plus en plus aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être global nomade. Donc, c'est aussi ce que Rachida disait, certaines spécificités pour justement pouvoir être couvert quand on n'est pas, on va dire, dans ce contrat-là. Et du coup, ce qui est important, c'est de préparer les enfants. Alors souvent, je leur conseille de faire un espèce de conseil de famille pour vraiment les intégrer en fait à ce changement. La deuxième chose, et on est en pleine période des farewell, donc les farewell, ce sont les soirées de départ ou les goûters de départ, de façon en fait à faire en sorte que on puisse bien dire au revoir pour mieux dire bonjour. Dans notre jargon interculturel, on appelle ça le deuil non résolu. Donc c'est très très important pour les enfants et pour soi de pouvoir justement résoudre ce deuil non résolu pour pouvoir pleinement s'intégrer et s'adapter. Et puis, il y a le sacro-saint choc culturel qui n'est Mhm. vraiment à prendre en compte et à ne pas négliger. Et en fait, lorsque l'on sait tout ça, eh bien, on va pouvoir justement s'occuper de sa santé mentale, on va pouvoir s'occuper de l'intégration et de l'adaptation de toute la famille, mais on l'aura préparé en amont.
Et donc, comme ça, on est moins pris dans ce tourbillon de est-ce que j'ai fait le bon choix, mais pourquoi je suis là? Et en fait, il pleut et il fait froid ou il fait trop chaud ou j'ai pas d'amis, etc. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être accompagné avant, pendant et après. Parce qu'on parle, et je pense que c'était aussi un sujet pour Achita du retour en France, qui n'est pas un retour en tant que tel, qui est une nouvelle expatriation, parce que nos valeurs ont évolué. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a Expat Village qui permet d'accompagner avant, pendant et après. Et c'est pour ça que nous avons des partenaires en or, tels que le Petit Journal pour être au courant et des news en local, mais aussi à l'international. Et c'est pour ça qu'on a aussi la CFE dans nos partenaires, de façon à ce qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Alors, je vois une question d'Audrey. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer, Audrey. Donc, du coup, effectivement, pour ne pas se laisser submerger, le plus vite on prend en compte ces questions-là, le plus simple ce sera quand vous ferez des cartons. Donc, voilà. Oui, je précise d'ailleurs qu'il est possible de prendre rendez-vous avec la CFE directement en ligne, justement, pour pouvoir aussi préparer son projet. Peu importe, je dirais, le moment où vous souhaitez partir, ça vous permet déjà d'avoir une meilleure visibilité sur ce que vous voulez faire. Aussi, avoir une idée du coût de la santé, hein, parce que on imagine quand on est français qu'on ne paye pas la santé alors qu'on la paye sur notre salaire, tout, voilà, tout ce qui est déduit de votre net, finalement, de votre brut pour arriver au net, et ben voilà, c'est aussi des choses que vous payez. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un investissement que vous faites, mais comme on l'a dit pour des destinations comme les États-Unis, mais plein d'autres également, les frais de santé sont importants. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Et puis aussi pour le retour en France, hein, parce qu'on sait qu'il y a un délai de carence quand on part à l'étranger et le fait de pouvoir être adhérent à la CFE, ça permet justement de pouvoir garder sa carte de sécurité sociale et de pouvoir retrouver des soins dès le premier jour au retour en France. Donc ça, c'est aussi important. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous. Je fais une petite promo pour la maison de l'expatriation, mais on offre des rendez-vous gratuits également de 30 minutes qui vous permettent aussi de poser les différentes questions. On a eu une conférence hier pour rappeler aussi avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On avait une question de Pascal sur le côté administratif. N'hésitez pas à voir cette partie-là, parce que justement, on peut tout à fait donc avoir des informations sur la partie administrative, et on a une très bonne checklist, to-do list qui existe aussi, qui est faite par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les choses à faire, mais qui n'inclut pas effectivement ce que tu disais, Florence, finalement le côté bien-être, santé mentale aussi, qu'on laisse parfois un peu de côté. Toutes les questions d'interculturalité qui sont parfois un peu complexes pour quelqu'un qui n'a pas vécu à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi finalement l'expatriation, c'est un vrai changement même personnel? Tout à fait. Damien, juste question, parce que je ne sais pas si on nous entend. Si, je pense qu'on nous entend bien, juste pour information. Parfois, il y a certaines personnes, il suffit juste de se reconnecter, ça peut être juste un problème personnel, mais voilà, tout fonctionne D'accord. bien. Parfait. Effectivement, il est très important de se préparer au niveau des questions identitaires. On n'en parle pas assez souvent, et notamment chez les jeunes, chez les 14-25 ans. Sur le papier, un enfant, un ado peut aller très bien, avoir des très bonnes notes, mais le soir, quand il est dans sa chambre, il va se dire, mais qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai une énorme pression, notamment là, on est en plein Parcoursup, bac, résultats. Qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. Et donc tout ça, ce sont des questions qui sont inévitables. Et c'est en ça qu'il est très important de construire vraiment cette culture familiale, et de garder aussi en tête que être parent ne vient pas forcément avec un mode d'emploi. Donc c'est pour ça qu'il y a des professionnels de la santé, il y a des professionnels de l'expatriation, tels qu'on peut en trouver à la maison de l'expatriation aussi, qui vont pouvoir vous accompagner. C'est un énorme changement. Je crois qu'il y avait des statistiques qui disaient qu'un déménagement était aussi stressant qu'un accouchement. Donc, c'est des choses à prendre en compte, ça ne s'invente pas. Et j'ai même envie de vous dire, de par mon expérience en ayant changé 9 fois de pays, et en plus, c'est mon métier. Donc, on pourrait dire les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais finalement, même si on a des mécanismes et qu'on sait qu'il va falloir s'occuper de la santé, parce que comme tu le disais, Damien, par rapport au système local ou non, par rapport aux différentes maladies qu'on peut avoir,
trouver des professionnels à moindre coût, ou alors effectivement être à la CFE et se dire j'attends l'été pour aller faire les bilans de pédiatre, la radio parce qu'en fait j'ai laissé traîner mon mal de poignet, etc. C'est très important parce que eh bien, si on ne se prépare pas au niveau de nos valeurs qui peuvent évoluer, de notre identité, eh bien, on peut pour le coup, qui est le thème aujourd'hui, se laisser submerger. Et il n'y a pas aussi de honte parce que généralement, et ça culturellement, c'est assez français. Alors peut-être qu'il va y avoir des foudres, mais c'est pas grave en fait d'aller demander de l'aide. Et on le retrouve beaucoup dans nos communautés expatriées, que ce soit à Londres, mais en Arabie Saoudite, c'était aussi le cas, de pouvoir en fait compter les uns sur les autres, de demander de l'aide et de dire en fait oui, là c'est dur. Et je remercie effectivement, c'est la deuxième cause de stress en famille. Et c'est la raison pour laquelle ne laissez pas en fait ancrer tout ce stress en vous parce que j'ai aussi cette petite phrase, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc le but, c'est vraiment d'éviter ce deuil non résolu et de faire en sorte qu'on soit le mieux accompagné au niveau de notre santé, le mieux accompagné au niveau de notre scolarité pour pouvoir vivre. Alors, j'aime pas le mot sérénité parce qu'une expat, c'est jamais vraiment serein. Il y a des up and down et c'est un roller coaster ride. Mais en tout cas, en toute liberté de nos choix pour faire en sorte que cette expatriation ou ces expatriations se passent le mieux possible. Bah, effectivement, je pense qu'on ne peut pas imaginer que voilà, c'est comme sur une rivière où il se passe pas mal de choses. Il y a des moments calmes et des moments un peu plus turbulents. Mais en tout cas, ça reste une belle expérience, une belle aventure. Exactement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir justement pouvoir intégrer ce stress comme étant quelque chose de normal aussi, hein, parce qu'on peut avoir des moments difficiles sans pour autant que cette expatriation soit complètement finalement gâchée par ces moments, hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir les surmonter et travailler. Et c'est quelque chose que tu vois aussi beaucoup, j'imagine, dans le réseau, c'est de pouvoir aussi communiquer entre nous et pouvoir se dire qu'on ne se sent pas seul. Exactement, c'est très important parce que finalement, on vit tous plus ou moins les mêmes choses. On peut voir là les questions, je laisserai Rachida qui est plus experte que moi. En fait, on a tous au final un peu les mêmes questions de savoir quand on est couvert, quand commencer à être couvert, et puis qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça change d'un pays à l'autre. Donc, c'est important de prendre tout ça en compte. Mais encore une fois, et je trouve que c'est génial au niveau de la maison de l'expat, c'est que vous proposez des rendez-vous en amont sur tous ces sujets-là. Et du coup, ça permet de vraiment se préparer et ne pas se laisser submerger. Ce que j'appelle souvent le mercato des expats. Parfois, on le sait un an à l'avance qu'on va bouger. Parfois, on le sait 3 semaines avant. Parfois, on le sait 2 mois avant. Et du coup, voilà, on se met en mode pilote automatique. Et pour ne rien oublier, comme tu disais tout à l'heure, Damien, il y a une checklist. Mais si on regarde cette checklist, en fait, on n'a même pas envie de commencer à tick la première box. Donc, c'est pour ça qu'il faut petit à petit gérer à chaque jour, voilà, suffit sa peine et se dire aujourd'hui, je vais m'occuper de la santé, demain, je vais m'occuper des écoles, après-demain, je m'occuperai du déménagement, de façon à pouvoir vraiment être le plus serein parce que la plupart des problématiques qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est trop dans la logistique et du coup, excusez-moi du terme, c'est très vulgaire, mais on a un peu le cul entre deux chaises parce qu'on est encore dans le pays, mais on est déjà un peu dans l'autre pays sans y être peut-être jamais allé. Donc c'est très important de aussi prendre le temps, comme je vous disais, de faire des farewells, de continuer à garder ce lien-là. Et alors je sais, hein, d'essayer de gérer au maximum tout en même temps, mais ne vous enfermez pas en fait. C'est très très important de bien dire au revoir pour mieux dire bonjour. Alors, on a parlé, on a évoqué, on reviendra après sur les questions, ne vous inquiétez pas, on prendra un moment de questions-réponses à la fin de l'intervention. Mais on a parlé des étudiants, des jeunes, justement. On est en pleine période Parcoursup, il y a des gens qui vont partir à l'étranger. Souvent, c'est stressant aussi. Alors, il y a mon master aussi pour la partie un peu plus âgée. Mais c'est aussi stressant pour les parents, finalement, se dire que, on a son enfant qui part à l'étranger. Comment on gère ça? Alors comme je vous le disais, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Donc il faut finalement préparer euh, cette transition universitaire.
D'accord? Et il faut préparer aussi, c'est pour ça qu'on se dit souvent, que 14 ans, c'est un bon âge pour commencer, en fait, à leur montrer les différentes options, à leur faire comprendre qu'il y a différents systèmes, il y a enfin, de vraiment essayer de les aider dans ce chemin-là, parce qu'au même titre qu'on prépare une expat, eh bien, on prépare aussi, j'ai envie de dire, le fait qu'on quitte le nid. Et donc, les parents aussi doivent se préparer à ce que les enfants quittent le nid. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Donc, le syndrome du nid vide, c'est quand il y a un enfant, deux enfants, ou alors qu'on se retrouve avec son conjoint, son partenaire, une fois que tout le monde est parti. Et pour faire ça, eh bien, il y a des choses à mettre un petit peu en place. Je vais vous donner un exemple très bête, mais parfois, il y a des enfants qui vont quitter le nid, mais qui ne savent pas se faire cuire un œuf, qui ne savent pas faire cuire des pâtes. Donc, du coup, c'est des petites choses comme ça qu'on peut commencer à leur apprendre, à cuisiner, à continuer, en fait, cette culture familiale qui sera certes différente pour tout le monde dans la famille, mais que ça nous permettra aussi de garder le lien. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi que pour tous ces jeunes qui partent à l'étranger, c'est une richesse folle, hein. On a toujours un peu peur aussi du monde du travail, hein, pour nos plus jeunes. On se dit que ça va être plus compliqué. Enfin, d'une génération à l'autre, finalement, on se dit que ça va être de plus en plus compliqué pour avoir le travail de nos rêves. L'expérience à l'étranger, c'est une porte d'entrée vers une carrière un peu plus intéressante et justement une ouverture vers l'international qui peut être profitable. Tout à fait. Alors en revanche, il y a une chose, c'est qu'on ne part pas pour fuir. On part pour se découvrir. Donc c'est en ça que on se prépare à partir pour savoir exactement pourquoi on part. Enfin, j'espère que ça fait du sens. Et une fois qu'on part pour se découvrir, qu'on a vraiment une expérience qui est construite, eh bien, ça va permettre de ne pas se laisser submerger au niveau logistique, comme on a pu le nommer, mais aussi de pouvoir prendre soin de soi, de cette santé mentale et prendre aussi en compte qu'il va y avoir des up and down, mais que si encore une fois, on est bien préparé, bah, généralement, ça se passe très bien. Et l'enfant va pouvoir allier construction académique et construction identitaire. Parce qu'on voit de plus en plus les jeunes Français de l'étranger, eh bien, il y en a beaucoup qui n'ont au final jamais habité en France. Donc, ceux qui vont aller faire leurs études en France, eh bien, pour les parents, ça fait partie de leur culture, mais pour les enfants, ça ne l'est pas. Et c'est là où on voit qu'il y a une certaine solitude, parce qu'effectivement, ils ne se sont jamais fait cuire des pâtes eux-mêmes, et aussi comment on crée du lien social, parce qu'on est ce qu'on appelle un enfant de troisième culture. Donc, on va avoir évolué avec cette culture française, même si on n'a jamais habité dans le pays, et la culture de un, 2, 3 pays dans lesquels ils ont pu habiter. Et ce mix va faire une culture unique. Et donc, du coup, cette culture unique va poser des questions identitaires. Donc, certes, c'est une énorme richesse parce que l'enfant va parler plusieurs langues, il va être beaucoup plus adaptable. Mais à côté de ça, ça peut être aussi un challenge. Et c'est en ça qu'il est important de se préparer avant, pendant et après. Alors, en tant que jeune et même en tant que parent, comment on peut se rendre compte finalement du mal-être de son enfant aussi sur ces questions-là? Quels sont les signes finalement? C'est une très bonne question. Alors, il ne faut éviter d'être un parent hélicoptère. Parce que du coup, l'enfant va avoir ce conflit de loyauté, de se dire mon parent m'a envoyé à droite, à gauche, etc., pour faire telle et telle étude. Et du coup, je ne peux pas, moi, lui dire que je vais pas bien. Donc, du coup, ce qui est très important, c'est de justement se préparer, créer une relation qui sera différente. Acknowledge, je ne sais jamais le mot en français, acknowledge le fact que bah, le lien va être différent. Et du coup, si par exemple dans votre culture familiale, vous aviez des conseils des family council, des conseils de famille, pour faire un peu un point sur ce qui va pas, eh bien continuez ça lorsque l'enfant part. Parce que du coup, il y aura cette continuité, cette routine, c'est rassurant. Et du coup, ça va créer en fait un sentiment d'appartenance en se disant, voilà, j'ai une safe bubble qui va me permettre de dire, bon, bah, cette semaine, il y a ça que j'ai trouvé difficile.
j'ai fait brûler mes pâtes et du coup, je pensais avoir des amis, mais du coup, en fait, j'ai pas été invitée. Et ça va permettre en fait de créer le lien sans pression et d'éviter justement ce conflit de loyauté. Bah, comme on a vu en plus, apparemment la première cause de conflit au sein des familles, c'est les incendies. Donc il faut éviter de faire brûler ses pâtes. Donc apprenez à vos enfants à faire cuire leurs pâtes. C'est un conseil qu'on peut donner également. Mais en tout cas, c'est intéressant en fait de voir finalement que ces problématiques-là, quand on vit en France finalement aussi, hein, c'est quelque chose qu'on peut avoir après coup, c'est-à-dire après avoir passé aussi, même grandi en France et avoir passé un long moment à l'étranger, on est nous-mêmes aussi transformés et le retour en France, du coup, fait qu'on est complètement une différente personne quand on revient. Alors on ne revient pas, Damien. Oui, on On y repart. va. On y va. On y va tout court. Effectivement, on y va et je le vois, hein, même les personnes qui sont à Londres et qui vont traverser la Manche, ce n'est pas un retour, c'est vraiment une nouvelle expatriation. Et c'est en ça qu'il faut être vraiment préparé parce que, eh bien, on va se dire c'est tout pareil, mais il faut garder en tête que personne ne nous attend. Alors, Donc, on a des Rachid, questions très intéressantes, Damien. Je ne ouais, sais pas si Rachida est de retour. effectivement, il y avait justement la question de, enfin, c'est plutôt quelqu'un qui dit qu'effectivement, les parents, quand les parents ont une approche apaisée du changement, cela se ressent immédiatement sur les enfants. J'imagine que c'est quelque chose que tu valides également. Tout à fait. Et alors, au même titre que je vous disais tout à l'heure, si nous, on se sent bien, eh bien, les enfants, le conjoint va se sentir bien. En revanche, ne vous dites pas, il faut que je tienne, je tienne, je tienne. Ce qui est très important, c'est aussi de dire, bien, moi aussi, j'ai pas de copine, ou j'ai pas été invitée à tel ou tel lunch, coffee morning ou whatever, ou bien on a moins de vie sociale qu'avant. En fait, c'est OK de dire aussi que pour nous, c'est difficile. Mais si on le dit que si nous aussi on dit que ça peut être difficile, eh bien l'enfant sera plus à même, tu en parlais tout à l'heure Damien, de dire moi aussi ça a été difficile parce que j'ai pas fait ce sleepover. Donc c'est très important de parler en vérité et en transparence sur les émotions qu'on peut vivre dans cette expatriation. Et j'adore cette question, quid d'une expatriation Oui. définitive? Alors du coup, on parle souvent d'expatriation dans le sens extérieur à sa patrie. On ne parle pas d'expatriation ou d'expatrié dans le sens expatrié avec le full package, etc. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, voire de plus du tout. Donc en étant extérieur à sa patrie, eh bien ça dépend. Est-ce que ce serait intéressant, Audrey, est-ce que vous voulez élaborer? Est-ce que c'est une expatriation définitive du coup en France, comme on le disait, vu qu'on ne rentre pas, ou est-ce que c'est une expatriation définitive dans un pays tierce? Donc voilà. Mais en Euh, tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire effectivement le lien avec les proches, au-delà de... On a parlé des gens qui partaient finalement à oui. l'étranger, mais pour ceux qui restent dans le pays d'origine, voilà, comment ça se passe? Le lien Alors avec eux, justement. bien sûr, alors il faut garder en tête que c'est toujours plus compliqué pour celui qui reste que pour celui qui part. C'est pour ça que la famille, généralement, il y a toujours un moment donné dans une vie d'expatrié où la famille ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a ce mode de vie. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est que vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est que dans une même famille, on peut avoir les cousins qui n'ont jamais bougé, qui auront certainement moins d'attaches ou moins de connexion, on va dire, que des cousins qui ont bougé, parce que en fait, ces enfants de troisième culture, comme je le mentionnais tout à l'heure, vont se reconnaître parce qu'au final, ils vivent les mêmes choses. Entrer dans une classe qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, dans un pays où on vient d'arriver, eh bien, ça va être voilà, des petites choses que certains autres enfants ont pu connaître. Donc, c'est pour ça qu'il y a, voilà, gérer ses proches, se dire c'est OK, regarder un petit peu quel vocabulaire, qu'est-ce qu'on a envie de dire ou de pas dire. Et puis aussi, moi, ce que je conseille énormément, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en train de sortir, c'est le marathon de l'expatrié lorsqu'il rentre en France pour les vacances. En fait, on se dit toujours que ce ne sont pas des vacances parce que c'est un vrai marathon. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un sense of home et de belonging et peut-être de vous poser quelque part et de faire venir en fait vos proches
pour que vous aussi, vous puissiez en profiter pour éviter, je crois que la moyenne d'un expat qui rentre pendant les vacances est autour de 4 000 5 000 kilomètres. Donc c'est un vrai marathon. Donc voilà. Alors, On on avait un avait... nouveau livre. Oui, oh, c'est exactement un nouveau livre que chacun a envie de lire. C'est une page blanche. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à contacter la Maison de l'Expatriation. J'ai écrit un livre justement qui s'appelle I'm a Citizen of the World et justement qui explique tous ces concepts interculturels de façon assez ludique que vous pouvez lire en famille. Alors, je précise effectivement que Rachida n'arrive pas à se Oui, connecter, donc Rachida Kassi de la Caisse des Français à l'étranger, mais elle répondra aux questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas également à lui poser vos questions en rapport avec la protection sociale. Et puis, de toute façon, on a beaucoup de conférences aussi sur la thématique, donc n'hésitez pas à vous y référer et à prendre rendez-vous avec la CFE. C'est important pour avoir aussi des réponses les plus précises possibles sur votre projet. Il y avait une question, enfin, plutôt vraiment une phrase qui avait été posée dans le chat et que je trouvais intéressante. Comment finalement, alors on se dit qu'il faut s'intégrer le plus possible dans les habitudes du pays, la mentalité aussi avec un grand respect du pays qui va nous accueillir, avec une bonne curiosité, sans savoir perdre son identité. Mais comment faire justement la balance entre prendre finalement des nouvelles habitudes sans finalement perdre qui on est vraiment et ce qu'on a construit auparavant? ça c'est ma question préférée. Effectivement, merci beaucoup. En fait, on ne perd rien. Euh, on ne perd rien. On rajoute des ingrédients. Alors, je vais vous parler du burger de l'identité. En fait, on a le pain qui ne bouge jamais. Donc ça ne bouge pas. Et donc, par exemple, le mien, je ne sais pas si on a le temps, mais le mien, moi, j'ai été adoptée du Sri Lanka, donc il va y avoir des curry seeds. Ma maman est italienne, donc c'est un mix de focaccia. Mon papa était français, donc un mix de focaccia, baguette, curry seeds. Et je disais que j'avais une maladie auto-immune qui est une maladie cœliaque. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas manger de gluten. Donc mon pain ne bouge pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai habité donc dans 9 pays différents. Alors effectivement, on pourrait se dire quel choix identitaire je dois faire et qui suis-je. En fait, non, on peut être multiple. On peut être en fait un petit peu de l'Australie, un petit peu de New York et on pourra le partager, Damien, je ne sais pas si tu Oui, le souhaites. Le burger de l'identité, qui est un bien sûr. exercice très facile, très ludique à faire, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, en famille ou pour les entreprises, qui permet de comprendre qu'on ne perd rien et qu'on rajoute des ingrédients. Donc chaque ingrédient va être relié. Par exemple, on va avoir les légumes qui vont être reliés aux valeurs et aux croyances. On va avoir les protéines qui vont être reliées aux différentes expériences. Et donc tout ça fait en sorte que on peut ne pas choisir parce qu'on n'a pas à choisir. Et au même titre, on avait des questions par rapport aux parents, et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. On avait des parents qui nous disaient, oui, mais moi j'ai envie que mon enfant soit français. En fait, votre enfant sera aussi français, mais il sera aussi un burger et il sera aussi multiple. Et en fait, on ne peut pas leur demander de choisir parce que c'est ce qui crée la beauté d'un enfant de troisième culture ou d'un burger parce qu'il est multiple. Et donc, c'est en ça que ça crée une vraie richesse. J'espère avoir Alors, répondu à la question. oui, bah, merci. Je mets pour l'instant cette fiche, justement, tu peux nous expliquer. Il y a ce QR code que les gens peuvent aussi scanner dès maintenant. Qu'est-ce que ça leur permet justement de faire? Exactement. Euh, alors, il y avait effectivement, donc c'est un freebie, c'est totalement gratuit. Donc, vous pouvez prendre en fait ce QR code et faire un quiz identitaire. Ce quiz identitaire va vous permettre de savoir, donc ça va répondre à la question comment se préparer à tout ça, un psy, un coach. Moi, je suis formatrice interculturelle et cross-cultural coach aussi, comme on dit en anglais. Et en fait, ça va vous permettre de répondre à ce quiz identitaire, de faire un point, de vous poser entre 3 cartons et deux demandes d'adhésion à la CFE, de façon à ce que vous puissiez faire le point, voir où vous en êtes. Et du coup, après, voilà, on peut en parler de façon à ce que vous puissiez, ce qu'on appelle développer un global mindset, un état d'esprit global qui fera que vous pourrez vous adapter, vous intégrer plus facilement dans le pays d'accueil. Est-ce que tu peux justement toucher à un mot, parce que là on voit le logo Rise and Shine, est-ce que tu peux dire finalement à quoi ça correspond?
ça correspond à la porte d'entrée d'une expérience immersive qui va vous permettre de vous préparer avant, pendant et après à cette magnifique expérience qui est de vivre à l'international. Donc, Alors, on c'est va un mix prendre. hybride de quiz, de rencontres, parce que l'humain est ce qu'il y a de plus important, pour moi en tout cas. Et du coup, voilà, c'est un mix entre petit quiz, rendez-vous, petit quiz, rendez-vous, de façon à ce que vous puissiez partir créer cette nouvelle identité à l'étranger. Bah, c'est bien, tu as anticipé ma question parce que j'allais te poser Ah, justement cette question de l'IA parce que tout le monde se dit, voilà, aussi une façon peut-être de se préparer. Maintenant, les gens sont sur ChatGPT, d'autres en se disant, voilà, je vais faire mes propres checklists, je vais voir comment faire, je vais essayer, ça va résoudre un peu tous mes problèmes. En quoi c'est important toujours finalement d'avoir ce contact humain pour ce type de questions? alors, je rebondis, si tu peux me permettre, Damien, à la Oui. question partir à La Réunion est-ce considéré comme une expatriation? À partir du moment où on est extérieur à sa patrie, peu importe le pays, eh bien oui, c'est considéré comme une expatriation. Donc, il faut vous préparer à partir à La Réunion comme si vous partiez dans un autre pays, parce que la culture locale ne sera pas la même. Donc, effectivement, vous pouvez aller faire un tour dans les Halles, dire comment m'intégrer et m'adapter à La Réunion, sachant que je suis français. Vous aurez plein d'infos. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour ça que il est primordial, en tout cas en mon sens, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais bon, ça fait quand même 16 ans que je fais ce travail, qui est ma passion, c'est de pouvoir vraiment créer ce lien et pouvoir partager tant au niveau culturel, les do's and don'ts, comme on peut dire, qu'on pourrait trouver sur l'IA, mais après, comment est-ce qu'on l'adapte dans notre vie au quotidien? Et après, effectivement, tous les concepts interculturels, vous en avez plein, les 12, 10, 6 dimensions. C'est très bien. Un, est-ce que vous avez vraiment le temps d'aller tout regarder? Deux, est-ce que quelqu'un qui peut vraiment répondre à vos besoins vous fera du coup gagner du temps? Donc voilà, c'est un peu les limites de l'AI. Effectivement, vous pouvez aller voir à La Réunion comment ça se passe, mais peut-être aussi vous dire comment moi, en fait, j'ai envie de vivre cette expatriation à La Réunion. Et là, pour le coup, vous avez peut-être besoin de quelqu'un. Et puis le fait d'être accompagné, finalement, ça soulève des questions qu'on ne se posait pas forcément au départ. C'est aussi important de le dire. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas. Et en fait, effectivement, l'IA a cette problématique, enfin, cette limite qu'elle va répondre uniquement aux questions que vous avez déjà formulées. Donc là, on va bien au-delà de tout ça. Exactement. Et encore une fois, en fait, et je crois que c'est aussi important, et je crois que c'est la raison pour laquelle la Caisse des Français de l'étranger existe, c'est d'avoir, comme je vous expliquais, cette continuité. En fait, le départ, oui, certes, peut être compliqué. Il y a beaucoup de choses à penser, mais il y a tout autant de choses à penser lorsqu'on est dans le pays, parce qu'on peut avoir, quand je me suis brûlé la jambe dans le bush, bon, j'avais pas prévu, des maladies qui se déclenchent au fur et à mesure de sa vie expatriée. Comment est-ce qu'on le gère? Et puis après, justement, gérer si on doit revenir en France, aller en France, pardon, ou si on doit aller dans un nouveau pays. Donc c'est en ça qu'il ne faut pas se dire c'est un one shot. En fait, on crée une vraie relation avec des organismes tels que la CFE, avec justement cette app Rise and Shine qui va pouvoir vous suivre tout au long de votre vie expatriée. Voilà, en fait, c'est pas un one shot. Au même titre que la maison de l'expatriation, vous êtes de partout aussi. Et donc voilà. Et je pense que on a tous les trois avec Rachida et le petit journal cette valeur commune qui est de créer du lien euh, en plus de l'AI et de créer du lien sur la continuité. Parce qu'au final, on part, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on revient. Alors, on a une question d'Audrey qui avait expliqué finalement qu'elle voulait partir au Canada, quitter la France pour partir au Canada. Ouais. Des conseils pour gérer le mal du pays. Il y a le côté un peu lune de miel qu'on peut avoir au début de l'expatriation, puis finalement, après, c'est comme les vacances, hein, on n'est plus en vacances maintenant, on a peut-être un peu moins de découvertes, on est vraiment sur place, c'est le quotidien, c'est la routine, et il y a des choses qui nous manquent de notre pays d'origine. Comment on gère ça? Alors déjà, si on s'est préparé, on en aura conscience. En coaching, on dit toujours, on change ce dont on a conscience.
Donc, ça veut dire que effectivement, à Audrey, je comprends tellement. Je suis passée de l'Arabie Saoudite à l'Angleterre. Donc, je peux vous parler du choc climatique avec grand plaisir. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous allez avoir certains interculturalistes qui vont faire la courbe lune de miel, choc culturel, ça va mieux et après on s'adapte. En fait, non, moi je ne suis pas partisane de cette courbe-là parce qu'il y a ce que j'appelle souvent le deuxième effet qui se coule. Donc ça veut dire que vous allez avoir la lune de miel, vous allez avoir toute cette période de doute, ça va remonter un petit peu. Donc effectivement, Audrey, vous disiez généralement autour de Noël, voilà, on se sent bien. Et après, en fait, on va se rendre compte, dans votre cas, Audrey, ou dans le mien, que l'hiver peut être très long. Et donc, du coup, on va avoir ce deuxième effet qui se coule qui fait qu'on va se ressentir un peu down. Et c'est seulement après, quand le printemps revient, qu'on remonte et qu'on se sent vraiment adapté. On est en accord avec nos nouvelles valeurs, avec la new version of me, j'ai envie de dire. Et c'est là où on peut, vous allez me détester, je parle en franglais, mais get the most of the expatriation. Et donc, c'est On quelque peut chose qu'il tirer faut le plus, garder en voilà. tête. Oui, oui, de rise On and peut shine, tirer j'ai le envie de plus dire. d'avantages, voilà, exactement. Mais est-ce qu'il y a le fait justement d'être connecté aussi avec d'autres Français sur place, c'est quelque chose qui permet aussi de garder un lien qui est intéressant pour éviter ce mal du pays? Est-ce que le réseau peut aider dans ce cas-là? Alors, il faut toujours se créer un support network, que ce soit franco-français, que ce soit avec différentes cultures. C'est très important pour votre santé mentale. Parce que finalement, si vous allez travailler dans un environnement multiculturel, vous allez avoir besoin d'aller prendre l'apéro à un moment donné. Vous allez avoir besoin de manger une raclette en plein hiver pour avoir un peu de comfort food. Donc, c'est important d'avoir cette safe bubble et ça me fait penser qu'il est très important pour les expatriés de s'inscrire autant à la CFA, mais aussi au fil d'Ariane. Parce que le fil d'Ariane permet de garder justement un lien avec les autorités françaises, ce qui est primordial. Mais je pense que vous avez dû en parler lors d'un de vos webinaires, mais ça fait partie de la to-do list. Ouais. Et du coup, de garder ce lien-là, tant avec la France qu'avec les associations en local. Donc encore une fois, il n'y a pas de choix à faire entre toutes ces multiples identités et toutes ces cultures différentes. Il faut que vous vous sentiez aligné dans votre nouvelle version of yourself. Je vais juste préciser, effectivement, le fil d'Ariane est utilisé aussi pour les voyageurs, hein. L'idée, c'est de se dire que Exactement. à partir du moment où vous partez à l'étranger, s'il se passe quelque chose dans le pays où vous êtes, voilà, vous êtes répertorié. Et on sait que malheureusement, avec toutes les crises qu'on peut avoir un peu partout dans le monde, c'est nécessaire de, voilà, pour être identifié par les représentants français à l'étranger. Mais on a également le registre des Français à l'étranger pour ceux qui vivent donc sur place, hein, qui vivent à l'étranger pour une période plus longue, qui permet justement un peu de s'inscrire comme on s'inscrit à la mairie, hein, de pouvoir, alors c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment recommandé, de pouvoir après voter pour ses représentants. On a des conseillers des Français de l'étranger qui sont là, on a des députés et des sénateurs aussi qui plus ou moins directement sont aussi élus par les Français de l'étranger. Et c'est effectivement un lien avec aussi la France, hein. On rappelle, parce qu'on a une conférence hier avec le ministère, que le consulat est un peu notre mairie à l'étranger. Ouais. L'ambassade est là pour des questions plus de relations bilatérales entre les gouvernements, mais le consulat est là pour justement vous aider pour toutes vos démarches administratives ou autres. Et ça s'anticipe également, donc n'hésitez pas, j'ai mis dans le lien dans le chat. Allez voir la to-do list aussi, la checklist du ministère qui est très bien faite et qui accompagne sur les trois étapes avant, pendant et après, parce qu'il y a plein de problématiques différentes. On a des questions aussi de ce côté-là, Florence, sur toi finalement qui as vécu dans plein de pays dans le monde avec justement des choses différentes. Comment tu as anticipé justement ces gros changements? Est-ce que c'est des choses que tu as pu anticiper en te disant, voilà, je sais que je vais partir dans tant de mois dans tel pays, hein, tu te parlais finalement de l'Arabie Saoudite au Royaume-Uni, c'est un gros changement hein, de climat, de culture, etc. Est-ce qu'on arrive quand même finalement à bien se préparer avant de vivre les choses sur place? Comment on peut se préparer sans finalement avoir vécu complètement une expérience nouvelle? Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a certaines choses qu'on peut contrôler. Donc, excusez-moi du terme, hein, mais toute la paperasse logistique, ça, on peut la contrôler. Et on peut, du coup, s'en occuper en amont.
Et du coup, c'est déjà peace of mind sur la santé, sur alors les écoles, généralement, on le sait autour de maintenant, donc c'est toujours quelque chose qui fait paniquer, mais on y arrive toujours. Et en fait, il faut vraiment avoir cet état d'esprit global, encore une fois, qui permet de se dire, voilà, ça, je peux le contrôler, donc je m'en occupe, et d'accepter, finalement, ça fait partie de la vie d'expatrié, de se dire, bah, là, il faut que je sois patiente parce que j'ai peut-être pas encore mon logement, j'ai peut-être pas encore de place pour un de mes enfants, j'ai peut-être pas trouvé encore le bon médecin sur place, mais une fois que ça va arriver. Donc, profitez d'ores et déjà de pouvoir rencontrer du monde. Par exemple, nous organisons le 15 septembre à Londres un événement How to be Londoner in London. Donc voilà, c'est des petites choses, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour vous préparer, pour vous dire qu'une fois que les enfants seront à l'école, que le conjoint sera dans son bureau, vous, qu'est-ce que vous allez faire au milieu de vos 350 cartons? Justement, vous pouvez prendre une matinée pour aller créer un lien social, comme on disait, un support groupe, avoir des réponses à différentes questions. Et puis, tu commences à me connaître, Damien. J'ai aussi organisé wine and cheese degustation lors de cette matinée. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes de vous préparer. Il y a toujours on parle souvent de Londres Accueil aussi, des accueils en général. De commencer à regarder un petit peu quels sont les événements de la rentrée pour pas louper le coche. Et encore une fois, oui, il y a la logistique, mais il y a aussi vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir bien dans le pays? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, il y a Ouais, ce qu'on effectivement, contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. il faut accepter de se laisser surprendre aussi. Ça fait partie de l'expatriation. On peut se laisser surprendre sans être submergé. Exactement. Et c'est aussi très bien parce que souvent là, c'est la sérendipity, non? Oui. C'est souvent là que on fait les plus belles rencontres. Alors effectivement, tu le précisais, Florence, alors on note bien pour l'événement d'Expat Village à Londres. Pour tous ceux qui vivent dans d'autres pays, on avait plusieurs personnes qui parlaient du Canada notamment ou des États-Unis. Il y a effectivement des accueils qui sont gérés par le réseau de la FIAF un peu partout dans le monde. Donc c'est New York Accueil, Londres Accueil, Dubaï Accueil, etc. Qui font souvent un café de rentrée au mois de septembre, qui est une façon aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes et aussi voilà, de pouvoir discuter et de déjà se sentir un peu intégré dans une nouvelle communauté aussi qui va être la nôtre. Effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, qui partent à l'étranger, donc c'est une façon aussi de pouvoir être dans un réseau francophone assez facilement avec différentes activités. Il y avait peut-être une question en fait assez simple, mais finalement qui n'est pas si simple que ça pour toi, Florence. Quel conseil toi tu donnerais à un ami qui, voilà, qui va partir à l'étranger, c'est sa première fois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester seul. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je crois. Je suis persuadée du fait que si on ne reste pas seul, eh bien, on pourra avoir Sunshine. Et donc pour s'entourer, effectivement, alors c'est le principe du village, c'est se dire il faut un village pour élever un enfant, mais il faut un village pour élever un expatrié finalement. Exactement. Et surtout, venez comme vous êtes. On est tous et tous rentrés dans une pièce avec que des têtes inconnues. Alors oui, ça peut, excusez-moi du terme, faire flipper au départ, mais c'est aussi comme ça qu'on rencontre, alors je le dis souvent, notre famille expatriée, des amis pour la vie. Et du coup, ça, c'est important. Voilà, même si ça fait peur, la peur de l'inconnu, la peur d'être seul, et bien justement, c'est en allant à ces événements, en se connectant comme aujourd'hui aux webinaires que vous pouvez organiser, qui permettent en fait de commencer à tisser des liens, de se créer un support groupe, parce qu'on est éloigné de notre mère patrie, mais c'est important de pouvoir retrouver des amis pour la vie dans le pays dans lequel on va arriver. Alors tu es aussi une serial entrepreneuse, et c'est important aussi de se dire que peut-être que tu as un conseil pour les personnes qui vont devoir se réinventer ou qui ont le plaisir de se réinventer aussi en expatriation. Alors là, j'ai envie de dire, Damien, exactement ce que tu viens de dire, se laisser surprendre. Et j'aimerais surtout aussi dire que faire du bénévolat, donner de sa personne, rentrer dans des assos, que ce soit des associations en local ou justement les accueils, etc., c'est du travail.
C'est certes peut-être pas du travail rémunéré, mais en fait, dites-vous que si ça vous plaît, allez-y. Et c'est très important. Après, si vous êtes entrepreneur, eh bien du coup, autorisez-vous pendant toute cette période de transition, en fait, de faire un break aussi. C'est pas grave. C'est important de prendre, comme on le disait, soin de ses enfants, soin de la paperasse, soin de la logistique, et vous recommencerez quand vous vous sentirez bien et prête. Je pense que ça, c'est très important, à vouloir faire le hamster dans la roue, à dire il faut que je continue, il faut que je continue, nan. Oui, ça peut marcher parfois, mais en fait, à quel moment vous souhaitez aussi appuyer sur pause et respirer. Donc, on l'a dit, c'est une énorme source de stress. Euh, il faut se préparer, et une des façons de se préparer, c'est aussi de se dire que eh bien, je vais y aller à mon rythme. Et justement, le changement de rythme, c'est quelque chose qui fait peur, souvent pour les conjoints suiveurs. Se dire, voilà, j'avais une carrière classique, je dirais, je travaille, j'étais employé 100 à l'heure, j'ai plein de choses à faire. Et puis là, je me dis, finalement, je vais me retrouver sans rien, alors que c'est pas le cas. Mais ce changement de rythme peut faire peur. Il peut faire peur, et ça peut être un traumatisme aussi. J'ai eu une de mes clientes là qui a vécu 1 an et demi dans 2 pays différents avec son mari, qui a une super carrière, son mari aussi, et elle vient d'avoir un troisième enfant. Donc, quid de comment je vais être couverte au niveau de ma maternité, les soins de santé, etc. Elle va dans un pays au Moyen-Orient, voilà, dans pas très longtemps. Et du coup, voilà, on était en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Où est-ce que j'appuie sur pause? Quand est-ce que j'appuie sur pause? Et encore une fois, c'est en ça qu'on disait qu'il faut être préparé à faire évoluer son état d'esprit. Et on est arrivé à la fin de cet accompagnement qu'on a commencé au mois de février, à se dire, OK, je me prends 6 mois. Et puis dans 6 mois, je verrai. Au moins, j'aurai installé tout le monde, j'aurai retrouvé mon mari, tout le monde sera à l'école, etc. J'aurai trouvé le bon médecin pour mon bébé. Et à partir de là, eh bien, je trouverai une activité, que ce soit rémunérée ou non, professionnelle ou non. Et en fait, à partir du moment où on l'acknowledge, encore une fois, eh bien, généralement, ça se passe plutôt bien, parce que ça fait partie du plan d'action. Et peut-être un dernier conseil en tant que maman, justement, pour ces jeunes aussi qui vont vivre l'expatriation à l'étranger. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors pour les parents, mais aussi pour les enfants alors, qui nous écoutent pas forcément, mais en tout cas pour les jeunes qui nous écoutent. Alors, pour les parents, faites-leur confiance. D'accord. Vous avez forcément fait un bon boulot s'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc faites-leur confiance, et n'oubliez pas qu'il y a des relais. Nous sommes tous en fait des relais aussi entre les parents et les enfants. Et pour le jeune, je lui dirais, voilà, pars, découvre-toi, nourris-toi, sois curieux, et développe ton global mindset, parce que, un, tu es l'ambassadeur de la France de demain, et de deux, le plus important, c'est tout le temps ce qu'on dit dans Rise and Shine, c'est qu'un chemin bien éclairé est celui sur lequel on peut le mieux briller. Merci beaucoup Florence. J'espère que tous ces conseils permettront justement de préparer son expatriation sans se laisser submerger. Je rappelle qu'il est possible donc de scanner ce QR code pour avoir une expérience justement, un quiz qui permettra d'en savoir plus aussi sur Rise and Shine et sur soi-même, hein, c'est important de le faire. Et puis également les coordonnées de la CFE. Donc pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Pour préparer votre départ, on ne le dit jamais assez, hein, préparez votre départ, peu importe où vous allez partir, si le départ c'est aussi vers la France, préparez aussi ce départ. La maison d'expatriation continue jusqu'au 2 juillet avec plein de conférences et également des rendez-vous gratuits, mais qui se prolongent aussi tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à apprendre, c'est sur maisonexpatriation.com, les rendez-vous sont gratuits, ils permettent de renvoyer vers tout un écosystème d'experts comme Florence, comme Rachida, sur plein de questions différentes. Donc merci à tous, merci Florence et à très bientôt. Merci beaucoup Damien, merci Rachida.